Très bien, on est connecté. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 80 connectés. On vous propose peut-être d'attendre quelques instants avant d'attaquer. Un grand merci à vous pour votre intérêt. Surtout qu'on suit au fil de l'eau les gens qui se connectent et on est très heureux de voir plusieurs acteurs de différents métiers qui viennent nous écouter aujourd'hui. On va parler d'un de nos sujets de prédilection, le bas carbone. On attend encore 2 minutes et on va attaquer tous ensemble. Je pense qu'on peut attaquer 14h05, là ça monte assez rapidement. Et après on attaquera sympathiquement, on va être ensemble une petite heure et demie. Et vous allez le voir, ça va passer très vite, parce qu'on a bossé dur. Enfin, en tout cas, vous en serez les seuls juges. Allez, encore une minute et on attaque, on est une centaine à présent. Voilà, encore quelques secondes et je pense qu'on va pouvoir attaquer. Parce que sinon on va prendre du retard pour la suite. Allez, je propose qu'on attaque. Donc bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter des travaux que nous avons menés ces derniers mois sur les façades bas carbone avec un titre accrocheur mode d'emploi. Donc je me présente très brièvement, je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Juste peut-être en introduction, juste se redire que vous le percevez certainement tous autant que vous êtes, mais on est en train de vivre actuellement une accélération extrêmement forte des ambitions et de la structuration des politiques publiques. On n'a jamais autant parlé de bas carbone, on n'a jamais autant parlé de neutralité carbone. D'ailleurs, juste pour se redonner un petit peu le paysage actuel, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Fit for 55, où l'Europe a décidé d'accélérer le rythme de décarbonation avec un objectif qui passerait de 40% à 55% d'économie de gaz à effet de serre horizon 2030. Ça, c'est pour la vision un petit peu à l'échelle européenne. Et nous, en France, eh bien, on est en train de travailler sur la refonte totale de notre stratégie nationale énergie-carbone. Actuellement, il y a un certain nombre de concertations qui sont animées par le ministère pour refondre notre stratégie. Alors, notre stratégie repose sur différents piliers. La SNBC, que certains d'entre vous connaissent par cœur, notre stratégie nationale bas carbone, mais aussi notre programmation pluriannuelle de l'énergie, et pas que. Donc, on est tous en train d'accélérer l'ambition, de structurer des politiques publiques très innovantes, comme la RE 2020, on en parle souvent, avec l'analyse de cycle de vie qui devient une figure de style imposée sur les bâtiments neufs. Et nous, notre ADN, aujourd'hui, c'est vraiment le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une réglementation innovante et ambitieuse, mais ce qui compte, c'est le terrain, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est les résultats qu'on atteint. Et c'est vraiment l'ADN du hub des prescripteurs bas carbone, de créer des outils, de la donnée utile pour faciliter, accélérer le passage à l'acte concret et l'action. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter les travaux qu'on a menés. Peut-être 2 mots rapides sur le hub, et puis après, on va venir à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui et qui représentent avec beaucoup d'humilité les travaux qu'on a pu mener dans le hub. Le hub aujourd'hui, c'est 70 acteurs, des maîtrises d'ouvrage, foncières, promoteurs, entreprises, des maîtrises d'œuvre, sociétés d'ingénierie, cabinets d'architecture, bureaux de contrôle, AMO, qui ont décidé de réunir leurs compétences, leur énergie et aussi leur temps, parce que la bande passante est un des facteurs limitants de la transition environnementale, manifestement, sur beaucoup d'aspects, pour tout simplement aller plus vite. Voilà, donc on baissait les armes et qui se sont dit le sujet du bas carbone, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas se permettre de se tirer la bourre, il faut qu'on partage pour aller beaucoup plus vite. On a un programme de travail très opérationnel. Parfois, d'ailleurs, on a coutume de dire qu'on a un peu un camp d'entraînement, même si je pense que vous nous attendez encore avec les peintures de guerre, on n'en a pas pour l'instant.
Et on a beaucoup travaillé sur les lots en fait, du bâtiment, où on essaie de rentrer dans le concret de comment je fais pour décarboner un bâtiment, sachant qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie. Si c'était si facile, on ferait des bâtiments super bas carbone. Il y a plein d'autres éléments à prendre en considération, et c'est toute la complexité des travaux qu'on mène. Aujourd'hui, on va vous parler des façades, qui sont un sujet peut-être encore plus complexe que les autres, parce que c'est la partie visible d'un bâtiment. Et on va parler de confort, on va parler de structure, on va parler d'architecture, puis on va aussi un petit peu parler de carbone. Voilà pour le préambule. Et donc, je salue chaleureusement toute cette belle équipe que vous voyez. Et je vais couper mon micro et laisser chacun se présenter. Voilà, à très vite. Merci en tout cas à vous tous pour votre intérêt. On est à peu près 120. Donc, je laisse toute la team du Hub se présenter et je coupe. Allez, je commence de mon côté. Je m'appelle Nathan Leverrier, je suis consultant senior chez Carbone 4. Et donc, du côté de Carbone 4, c'est moi qui copilote cette initiative avec nos amis de l'IFPEB. Et je laisse la main à Paco qui a réalisé brillamment cette étude avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paco Vadillo, je suis consultant chez Carbone 4 dans le pôle immobilier bâtiment. Et effectivement, j'ai travaillé avec les équipes de l'IFPEB sur le sujet des façades et notamment sur toute la partie modélisation et déploiement de l'outil qui nous a servi à obtenir les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'enchaîne pour laisser le mot de la fin à Cécile. Donc, Charlotte Myriel, moi, je suis freelance à mon compte, ma structure Aurore, et j'ai par le passé travaillé sur de nombreux projets où l'enjeu carbone était important, et j'ai participé à de nombreuses reprises à des travaux pour optimiser cet enjeu et comment l'intégrer à la fois dans la technique, mais avant tout aussi dans l'architecture. Et je suis venue renforcer l'équipe de l'IFPEB et donc de Carbone 4 pour l'élaboration de ce brief façade. Merci, et je termine le tour de table. Du coup, donc Cécile Delove, consultante sur les sujets carbone et économie circulaire au sein de l'IFPEB. Et donc, j'ai travaillé avec Charlotte et Paco sur ce brief et surtout tous les acteurs derrière qui y ont également participé. Alors peut-être en préambule, avant de rentrer dans le brief, un petit rappel de comment ça a fonctionné et comment s'est déroulé ce travail collectif, puisque c'est bien l'ensemble des membres du Hub qui ont participé, avec une petite équipe consolidée qui s'est encore plus investie dans ce travail. Donc, vous retrouvez 10 membres représentés au sein du Hub qui ont avancé, je dirais, de manière concrète pour co-construire le brief et les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. Concrètement, c'est 8 ateliers collectifs avec derrière également beaucoup d'autres échanges. Et puis, en plus de toute la matière qu'on a croisée et compilée au sein du Hub des prescripteurs bas carbone, eh bien, on a sollicité des acteurs qu'on a interviewés, avec qui on a eu des échanges sur la façade. Et je remercie du coup les 6 acteurs qu'on a sollicités et qui ont accepté d'échanger sur cette thématique. On va donc passer à la restitution de ce travail qui va se décomposer en 3 temps. Un premier temps qui sera dédié à la définition et aux enjeux de la façade vis-à-vis du carbone et j'irai plus globalement, et puis un petit temps méthode également pour que vous puissiez comprendre comment on a opéré et travaillé sur cette thématique. On arrive ensuite à la deuxième partie sur quels sont les leviers de décarbonation au sein de la façade, comment on peut optimiser l'empreinte carbone. Et enfin, on terminera par un temps de prise de recul pour mettre en parallèle tous ces leviers de décarbonation qu'on aura évoqués et les enjeux de décarbonation à l'échelle nationale pour voir si on est dans la feuille de route de la SNBC. Pour commencer, donc la partie définition et enjeux, et la première question qu'on s'est posée en avançant sur le sujet des façades, c'est quelle est l'empreinte carbone moyenne que représentent les façades à l'échelle globale du bâtiment. Pour avancer sur cet élément, on est parti de l'observatoire E+C-, donc l'ensemble des bâtiments qui ont participé. On a fait un travail en partenariat avec le CSTB de transposition pour basculer des données avec une méthode E+C- à une méthode RE2020.
Et ça nous a permis de retrouver les ordres de grandeur cohérents. Donc là, on est bien en kilos de CO2 par mètre carré de chab pour le logement collectif, avec une empreinte carbone moyenne qui est de l'ordre de 761 kg de CO2, donc sur l'ensemble des lots. Et si on fait le focus sur les façades, qui se répartit sur le lot 6, donc façade des menuiseries, et une partie également dans le lot 3.3 pour les parties structurelles de la façade, on s'aperçoit qu'on a sur cet échantillon 12% de l'empreinte carbone qui est associée aux façades, ce qui représente à peu près 95 kg de CO2 par mètre carré chab, soit 125 kg de CO2 si on revient au mètre carré de façade. Donc, c'est des ordres de grandeur, bien sûr, qui sont calés sur cet échantillon. Et sur une approche similaire sur la partie bureau, on est là sur une empreinte carbone qui correspond à 17% pour la façade, soit à peu près 200 kg de CO2 par mètre carré SU. Voilà un peu donc l'ordre de grandeur, donc il y a un ordre de grandeur qui est assez significatif à l'échelle du bâtiment, d'où l'importance et l'intérêt qu'on a porté aux façades pour essayer de comprendre comment décarboner ce lot et les différents composants. On a souhaité donc aller un cran en dessous dans l'analyse et essayer de décortiquer au sein de cette façade quels sont les différents composants qui portent le carbone. Donc, à la partie. Donc, pour reprendre le déroulé, on en était aux ordres de grandeur de la façade. Donc, 12% pour le logement collectif, 17% pour les bureaux. Et sur cette base-là, j'évoquais qu'on avait donc cherché à mieux comprendre au sein de ces 12 et 17% quels étaient les composants et comment se répartissait le carbone au sein de ces composants. On est donc parti d'une approche sur la façade, on va dire simplifiée, une approche avec une déclinaison de fonctions qui est, comme je dis, simplifiée puisque la façade, c'est un complexe d'un ensemble de composants et qui joue un certain nombre de rôles qui apportent de nombreux bénéfices. Des bénéfices puisque cette façade a pour rôle de protéger les occupants d'un bâtiment des éléments extérieurs. Leur apporter le confort au sein du bâtiment et puis également un fort enjeu sur une signature architecturale du bâtiment et son intégration dans l'environnement. L'ensemble de ces rôles, nous, on a eu une approche très fonctionnelle, qui se décline en six éléments que vous voyez sur la gauche. Si on part de l'intérieur à l'extérieur, on a donc la première fonction qui correspond à finir, donc les finitions intérieures, la partie isolée qui est placée ici, mais qui pourrait également être placée à un autre endroit suivant la localisation de l'isolant. Une fonction portée, donc structurelle, et puis sur la gauche, les parties opaques avec une fonction remplir et une fonction revêtir, et les parties vitrées à droite, donc avec la partie vitrage et la partie occultée. Donc voilà un peu cette approche. Encore une fois, c'est une approche simplifiée. Nous sommes bien d'accord que l'isolation, donc, il peut être aussi en partie portée en complément, en tout cas sur la fonction remplir, et le vitrage va jouer aussi aura des caractéristiques d'isolation. Mais c'est sur ces fonctions qu'on va ensuite décliner l'ensemble des approches et qu'on s'est posé la question où se trouve le carbone au sein de la façade. Pour ça, je vais donc laisser la main déjà à Paco qui va, avant d'aller plus loin dans les éléments, vous préciser la méthode d'analyse qu'on a utilisée et qu'on vous évoquera par la suite. Merci Cécile. Alors effectivement, pour faire suite à ce qui a été dit ici aussi, un premier point, on a vu tout à l'heure quelques ordres de grandeur d'empreinte carbone pour les façades. Donc on travaille sur des retours d'expérience projet. À partir de cette slide-là et de cette présentation de la méthode, l'ensemble des résultats qui vont être présentés auront été produits à partir de cette méthode d'analyse statistique. Donc on n'est plus sur des retours d'expérience projet concrets, mais sur une méthode d'analyse macro qui se base sur des indicateurs statistiques qu'on va vous présenter ici. La deuxième chose, c'est que cette méthode statistique, elle nous permet de sortir les grandes dynamiques et de repérer les grands postes d'émission principaux. Mais pour être sûr qu'on reste pertinent aussi dans les résultats, on a également une phase de vérification et de confrontation, pour autant, à des projets réels qui ont été faits avec différents bureaux d'études et notamment des études qui ont été menées par Pouget Consultant, aussi bien sur le tertiaire que sur le résidentiel. Maintenant, comment est-ce que fonctionne cette méthode d'analyse statistique? Ce que vous avez sur la droite en bas, c'est ce que présentait Cécile précédemment.
Donc, on peut prendre une première fonction telle qu'elle a été présentée précédemment, et ensuite, cette fonction, par exemple, occultée, elle peut être mise en œuvre avec différentes techniques, que ce soit une occultation manuelle ou que ce soit une occultation motorisée. Pour chacune de ces techniques, il y a différents matériaux qui peuvent être mis en œuvre. Les calculs tels qu'ils sont réalisés ici, on va partir du matériau, et l'empreinte carbone qui est liée à un matériau donné, c'est la médiane des valeurs des fiches disponibles pour ce matériau-là. Donc, on va prendre la valeur médiane de l'ensemble des occultations manuelles bois, par exemple, et ça va représenter l'empreinte carbone de cette désoccultation manuelle en bois. Si on a besoin d'avoir une vision un petit peu plus macro et de se poser la question de l'empreinte carbone, par exemple, d'une technique ou d'une fonction, on va travailler soit avec le minimum des médianes définies précédemment ou le maximum, ou alors on va fonctionner avec les moyennes, et ces moyennes-là sont des moyennes pondérées du nombre de fiches. Donc, en estimant que les matériaux qui ont le plus de fiches sont plus représentatifs des pratiques mises en œuvre concrètement. Et donc, on va utiliser ces moyennes pondérées pour venir trouver les résultats. Donc, l'ensemble des valeurs moyennes qu'on vous présente après, elles ont été produites à partir de cette méthode statistique-là. Est-ce que tu passes à la slide d'après, s'il te plaît, Cécile? On est rendu en slide 15. Yes, merci. Donc, l'ensemble de ces données, elles sont issues de la base IGNES. Donc, l'ensemble des fiches dont on parle tout à l'heure, c'est bien les FDES qui sont issues de la base IGNES. Et on a un premier enjeu qui est ressorti, qui est étroitement lié à la méthode que l'on utilise ici et la méthode statistique. Par définition, on va avoir besoin d'un grand nombre de données pour pouvoir avancer. Et on a un premier enjeu justement sur cette donnée avec un enjeu qui est en réalité un double enjeu, d'une part de disponibilité et exhaustivité de la donnée, et d'autre part ce qu'on appelle ici qualité de la donnée, qui est en fait l'homogénéité des données carbone qui sont disponibles, par exemple pour un matériau donné ou pour une technique donnée entre les différents matériaux. Le premier enjeu de disponibilité, c'est ce que vous avez sur la gauche de la slide. Ces deux représentations-là, elles sont complémentaires l'une de l'autre. Ce que vous avez en haut, c'est la répartition du poids carbone par fonction. Donc ça, on vous le représentera après beaucoup plus en détail. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en regard du visuel qui est en bas à gauche, qui représente, lui, la répartition du nombre de fiches, du nombre de FDES disponibles par fonction. Donc, si on grossit un petit peu le trait, on voit qu'on est plutôt inversement proportionnel. Des fonctions qui sont peu impactantes au niveau carbone sont très bien fournies en FDES, par exemple sur la fonction isolée. Par contre, des fonctions qui ont un impact fort sur l'empreinte carbone de la façade ont moins de FDES à disposition, que ce soit sur la partie vitrée ou sur la partie occultée. Si on s'intéresse particulièrement, par exemple, à la partie vitrée, il y a une problématique qui est encore un petit peu autre, c'est que c'est une fonction assez complexe. Dans vitrée, on entend par là l'ensemble de la menuiserie extérieure, par exemple, c'est-à-dire que c'est une visserie et un vitrage. Or, aujourd'hui, on a une FDES qui vient prendre l'ensemble de l'élément. Et donc, bien évidemment, on n'a pas la possibilité d'agir d'une part sur le levier d'action vitrage, d'autre part sur le levier d'action visserie. Donc, c'est pour ça que le point qu'on remet ici aussi en termes de qualité et d'exhaustivité de la donnée, ça va dépendre aussi des configurateurs qui seront mis à disposition pour pouvoir venir actionner les leviers d'action de façon un petit peu plus précise. Le dernier point sur la qualité de la donnée, c'est aussi un point important du point de vue de l'homogénéité, c'est-à-dire que si on prend, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, par exemple une occultation motorisée dans un certain matériau et une occultation manuelle dans le même matériau, il faut s'assurer d'avoir le même niveau de détail au niveau des fiches disponibles pour chacun des matériaux, par exemple, pour pouvoir vraiment réaliser une comparaison. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voit avec cette méthode statistique, c'est qu'il y a vraiment ce double enjeu. C'est quelque chose qui s'améliore vraiment. On le voit, la base IGNES est de plus en plus fournie. On a de plus en plus de données à disposition et de plus en plus qualitatives. Pour autant, c'est encore un enjeu de continuer à l'améliorer pour être sûr d'avoir une prescription bas carbone qui reste réellement pertinente. Merci. Alors, du coup, pour enchaîner sur une fois qu'on a vu ce premier enjeu là, de disponibilité de la donnée et qu'on a compris la méthode de modélisation, on a un premier résultat ici qui représente l'empreinte carbone par fonction. Et cette empreinte carbone-là, la première chose, c'est qu'ici, elle est bien tracée par mètre carré de façade. Donc ça, c'est un point important parce qu'on va beaucoup parler ici de kilogrammes de CO2 équivalent par mètre carré de façade. Et à la fin, on parlera par mètre carré CHAB ou SU pour faire le lien avec les seuils réglementaires. Donc ici, on est bien par mètre carré de façade. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a
c'est en moyenne, donc la moyenne telle qu'elle a été définie précédemment, pour deux grandes typologies de façades que vous voyez sur la gauche. Donc d'une part les voiles percées béton et d'autre part les poteaux-poutres, enfin un système poteaux-poutres avec un remplissage. Le deuxième critère que l'on a essayé de faire varier, c'est le taux de vitrage, donc c'est-à-dire en fait le rapport entre les surfaces pleines et les surfaces vitrées occultées, avec une valeur à 25% de surface vitrée et 40%. La première chose que l'on voit, c'est qu'à taux de vitrage fixé, les deux configurations présentent une empreinte carbone qui est assez similaire. Ça s'explique notamment sur la partie grise et la partie plus saumon, donc sur la partie vraiment paroi opaque, donc les fonctions porter et remplir, revêtir. On se rend compte que ce que l'on gagne en ayant moins de matière sur la fonction portée dans la structure poteau-poutre, finalement, ça va être contrebalancé par l'empreinte carbone des matériaux qui sont mis en œuvre pour le remplissage. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte aussi que lorsqu'on augmente le taux de vitrage et que donc on fait évoluer ce rapport plein-vide, on a une empreinte carbone qui a tendance à augmenter. Donc ça, c'est une première information. Encore une fois, bien garder en tête qu'ici, on a des représentations moyennes, donc qui donnent des grandes dynamiques, mais qui, bien entendu, ne sont pas représentatives de résultats spécifiques d'une typologie particulière. Et enfin, la dernière chose, et qu'on a remis ici sur la droite, c'est que finalement, on se rend compte qu'on a deux grands blocs au niveau de l'empreinte carbone. On a d'une part les parois pleines, comme je vous disais, porter, remplir, revêtir, et d'autre part les parois vitrées, avec vitrées occultées, tandis que les fonctions en finir et isoler ont vraiment un enjeu beaucoup plus faible sur la question de l'empreinte carbone matériaux. Pour autant, par exemple avec isolé, et Cécile en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a toutes les externalités positives qui y sont associées, qu'il faut bien garder en tête. Et l'avantage, c'est qu'étant donné que l'empreinte carbone de mise en œuvre des matériaux est assez faible, on pourra largement en profiter. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, la question suivante principale, c'est de se dire, très bien, je vois où se situe l'empreinte carbone et enfin en tout cas, comment est-ce qu'elle se répartit sur les différentes fonctions. Maintenant, la question, c'est est-ce que chacune de ces fonctions a le même type de levier d'action et est-ce que je peux agir de la même manière sur chacune de ces fonctions. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur cette nouvelle slide-là. Encore une fois, je me répète parce que c'est vraiment important. On a encore des valeurs qui sont en kilogrammes de CO2 par mètre carré de façade. Et donc, ça nécessite de bien considérer aussi l'hypothèse notamment de taux de vitrage et donc de parois pleines, puisque si on regarde la valeur moyenne, donc c'est la valeur donc en gris, et les valeurs minimales en bleu et maximales en jaune, ces valeurs-là sont bien pour le mètre carré de façade. Donc, si on a une hypothèse de taux de vitrage de 25%, ce que ça veut dire, c'est que pour un mètre carré de parois pleines au total, ici, on n'a pris que 75% de cette valeur-là, et pour le vitrage, on n'a pris que 25% de la valeur totale d'un mètre carré de vitrage, puisqu'on considère 25% de vitrage. Donc ça, c'est pour les considérations méthodologiques, mais ça permet de bien comprendre comment s'articulent les différents résultats. Ensuite, on se rend compte que sur la partie porter, remplir et revêtir, donc ce qu'on a appelé les parois pleines, parois opaques tout à l'heure, on a des leviers d'action qui sont très importants. Donc, au-delà de la valeur moyenne, on se rend compte que l'écart entre la valeur minimale et la valeur maximale est important. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on l'a dit, c'est une bonne part de l'empreinte carbone se situe déjà sur les parois pleines. Donc, avoir ces leviers d'action-là, c'est potentiellement la capacité de réduire l'empreinte carbone sur ces éléments-là. À l'inverse, sur la partie vitrée, on voit que les leviers d'action sont beaucoup plus faibles. Pour autant, c'était un élément important de la part de l'empreinte carbone de la façade. Là, c'est quand même aussi important de le mettre en perspective avec ce dont on parlait tout à l'heure un petit peu, que sont les configurateurs, par exemple. On sait que si on avait la capacité de distinguer la partie vitrage et la partie huisserie, par exemple, on pourrait avoir des leviers d'action plus importants. Donc, on a aujourd'hui en tout cas une réalité physique, la capacité de certains industriels à produire une donnée plus bas carbone que ce qu'on arrive à modéliser ici. La problématique maintenant, c'est de réussir à manier cette donnée carbone-là pour pouvoir l'utiliser dans les calculs. D'où l'enjeu vraiment de disponibilité et de qualité de la donnée dont on parlait tout à l'heure. Et je vais juste terminer sur un point. Encore une fois, méthode statistique. Donc, la valeur moyenne n'est pas représentative des pratiques moyennes, tout comme les valeurs minimales et maximales ne sont pas nécessairement représentatives de l'empreinte minimale d'un matériau donné, puisqu'on fonctionne bien avec le minimum des médianes de FDS. Donc, il se pourrait qu'il y ait un matériau particulier qui présente une valeur d'empreinte carbone minimale plus faible que le minimum que l'on observe ici.
Merci beaucoup, Paco, pour la conclusion de cette première partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce stade? 3 messages clés qu'on souhaitait partager avec vous. Le premier, on l'a mis en lumière et on essaie d'illustrer l'enjeu. On a encore effectivement des données carbone qui sont insuffisantes si on veut avoir tous les leviers qui vont permettre de mesurer l'empreinte environnementale et puis trouver les actions concrètes de décarbonation. Donc ça, on a souhaité le signaler. On a aussi fait une mise en perspective des lots, des lots sur lesquels on aimerait avoir de la donnée de façon plus importante en fonction évidemment de l'enjeu et du poids carbone moyen. Donc ça, c'est le premier point. Donc évidemment, on appelle de nos voeux la réalisation significative de données environnementales, mais on l'a signalé, hein, la démarche est lancée, donc on en aura de plus en plus, et aussi certainement des configurateurs. Le deuxième point, on se rend compte que la façade est un sujet évidemment qui n'est pas que carbone, hein, on a commencé à lister un certain nombre de paramètres, mais à l'aune du carbone, on voit qu'il y a un impact qui est non négligeable. Là, on a mis un ordre de grandeur 8 à 25%, ça dépend de plein de choses, mais ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, on voit que finalement, en fonction des orientations programmatiques qui vont être données sur une opération, et on va en reparler dans quelques instants, il y a quelques décisions très clés, très structurantes qui sont prises très tôt et qui peuvent condamner une empreinte carbone très importante, sans même aller sur le choix de la solution technique, hein. Donc, on regardera tout à l'heure comment est-ce qu'on peut finalement se poser les bonnes questions le plus tôt possible. Le plus tôt on se pose des questions, plus notre équation coût-carbone est maîtrisée. Puis peut-être le troisième message, donc là c'est plus un clin d'œil à des travaux passés qu'on avait menés, mais en fait on redémontre quelque chose qu'on avait déjà démontré. On se rend compte que la partie isolation est très lourdement fournie en données disponibles, et on en est très heureux, et que paradoxalement ça pèse pas si lourd en fait au niveau empreinte carbone globale, hein, si on raisonne de façon un peu pragmatique en se disant qu'est-ce qui coûte cher en carbone et où est-ce que je peux décarboner. Et donc là je fais un clin d'œil pour ceux qui suivent nos travaux. On s'était posé la question par le passé, dans les travaux qu'on a fait sur l'équation coût-carbone, est-ce qu'il n'y a pas une limite à trop isoler, parce que plus on isole, plus on diminue la consommation d'énergie, donc l'impact carbone IC énergie, mais en même temps, on augmente IC construction. On est arrivé à la conclusion que tout est collinaire et qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter de trop isoler. Plus on isole, plus on fait lourdement chuter la consommation d'énergie. Le temps de retour carbone, pour les plus experts d'entre nous, est excellent. Voilà, donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. L'isolation ne pèse pas très lourd et nous fait gagner beaucoup en carbone énergie dans la durée. Donc, ça nous semblait être aussi une information utile à avoir à l'esprit. Voilà pour le point à mi-parcours, et on vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire de questionner les leviers de décarbonation. Donc, on va beaucoup raisonner à l'échelle des façades. Donc, on sera vigilant à chaque fois à plusieurs choses. Déjà, à bien clarifier et contextualiser les ordres de grandeur qu'on vous communique. C'est ça notre ambition. Et puis 2, on va jongler entre différentes typologies de mètres carrés, donc on sera à nouveau vigilant à bien clarifier de quel mètre carré parle-t-on pour que la donnée soit la plus facilement utilisable. Et du coup, Charlotte, je te laisse la main, et puis maintenant on se projette un peu dans l'action. Comment on fait, quels sont les leviers qu'on a pu identifier dans les travaux du Hub. Charlotte, je te laisse la main. Merci Christophe. Donc effectivement, là on a fait cette première partie plutôt technique, plutôt orientée méthodologie, comment on a pu approcher cet enjeu qu'est le carbone, qui est un enjeu effectivement qui n'est pas forcément évident à appréhender, qu'on appréhende avec aussi nos cerveaux d'ingénieurs. Et puis on a pu montrer que finalement la donnée disponible sur le carbone pour les façades est quelque chose d'important. Et donc, quand on s'est posé la question de la priorité des premiers leviers à actionner pour réduire l'empreinte carbone des façades, finalement, on revient à des choses très basiques, très simples, qui sont liées à l'intelligence qu'on va mettre dans l'acte de concevoir et de construire, et ça passe par ce grand mot peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, qui est la sobriété. Et la sobriété, c'est finalement remettre l'énergie au bon endroit, et remettre les principes de conception au centre en fait des discussions. Décarboner de manière générale, c'est que ce soit pour les façades ou pour d'autres, pour les autres éléments du bâtiment, c'est relativement simple. C'est se dire, c'est se questionner à travers deux premières approches que sont le fait de consommer moins, donc de construire moins, de
d'éventuellement d'ajuster aux besoins. Alors on a l'habitude de le faire sur le plan économique. Ça va aller dans le bon sens vis-à-vis du carbone. Et une fois qu'on a fait cet enjeu de consommer moins, c'est aussi de consommer mieux. On n'est jamais que dans le éviter, réduire, qu'on connaît bien comme démarche. Donc, alors si on regarde finalement la notion de consommer moins, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il faut quand même construire. C'est tout simplement avoir une approche de frugalité, c'est remettre des principes de bon sens dans l'approche architecturale, dans l'approche technique, dans l'approche du produit immobilier. Et ça commence par exemple par l'optimisation des volumes mis en œuvre. C'est effectivement un levier d'optimisation important et qui va venir agir sur l'ensemble des fonctions. On a parlé de 8 à 25%, enfin que les façades représentent 8 à 25% du poids carbone de l'ensemble du bâtiment. En gros ratio, c'est entre 95 kg ou 100 kg pour les logements par mètre carré HAB et 200 par mètre carré SU pour les bâtiments de bureaux. On voit bien qu'on est quand même sur un levier qui n'est pas neutre du tout, avec toutes les externalités dont on a parlé et qu'on a évoquées. Donc la compacité, c'est le premier levier à regarder. Donc ça passe par le déroulé de façade, évidemment, faire des choses revoir l'approche architecturale dans la notion de bâtiment, d'objet. C'est la hauteur des étages aussi, bien sûr en pondérant par rapport aux autres externalités comme la pénétration de la lumière, bien sûr, la volonté d'être dans quelque chose qui soit confortable in fine et utilisé, bien sûr. On voit que la compacité, c'est 9% à peu près, donc toujours en ratio, mais 9% à l'échelle du bâti de potentiel économie carbone sur le mètre carré construit. Donc, frugalité, si on passe à la slide d'après. Et puis ensuite, quand on parle de consommer moins, ça paraît un peu évident, mais finalement, il faut peut-être un peu re-questionner ces questions évidentes. C'est préserver la ressource, c'est-à-dire quand on peut conserver l'existant, capitaliser sur l'existant. Une façade comme une structure, d'ailleurs, peut toujours être améliorée, rénovée, revue et n'a pas nécessairement besoin d'être mis au rebut et remplacé. Aujourd'hui, on peut revoir les choses en ayant plus cette approche de conservation en tête. Et puis, bien sûr, après, il y a toutes les approches plus nouvelles que sont le réemploi, le recyclage et donc l'intégration de matériaux plus circulaires dans la conception du bâtiment. Et puis un dernier enjeu qui a plus attrait à la fin de vie du bâtiment, mais qui finalement la fin de vie des bâtiments existants sera la nouvelle vie du bâtiment de demain. Donc c'est vraiment ces enjeux d'anticiper la fin de vie et donc la capacité du bâtiment à ne pas devenir obsolète trop rapidement et demain à pouvoir s'adapter aux futurs usages. Et s'il a besoin d'être remplacé, de pouvoir se déconstruire de manière sélective et propre pour pouvoir être réemployé dans une seconde vie. Voilà, donc ces trois notions, frugalité, circularité, durabilité, des grands mots, mais qui derrière représentent finalement un travail de concepteur avec de l'énergie mise au service d'une conception plus bas carbone. Et puis ensuite, alors quand on parle de consommer mieux, et donc c'est là où effectivement on est dans la deuxième étape, c'est-à-dire qu'une fois que le premier concept est déjà établi, c'est presque un peu trop tard, on peut plus revenir sur le consommer moins. Bien, d'où l'intérêt de prendre cet enjeu carbone au plus tôt et que tout le monde soit éclairé sur cet enjeu au plus tôt. Dans le consommer mieux, on a encore des leviers d'action, mais comme on l'a vu, par exemple, sur les vitrages, si le ratio de vitrage est fixé, on aura des leviers d'action plus faibles pour décarboner le vitrage en lui-même. Donc, effectivement, les consommer mieux, c'est optimiser ce ratio de vitrage, c'est déterminer des choix de typologie de façade qui vont aller vers des
produits ou des matériaux moins carbonés. Et puis ensuite, c'est d'aller dans la nature des matériaux à proprement parler pour aller chercher des dernières pistes de conception. Mais je dirais comme on sait le faire de manière assez concrète à travers notre approche d'expertise en analyse de cycle de vie maintenant, tel que ces nouveaux métiers émergent au sein des équipes de conception. Christophe, je te repasse la main, peut-être, du coup, pour la suite. Non, je laisse Cécile. Ça va être de mon côté. Merci Charlotte. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans ces fameux axes que Charlotte vous a présentés, en commençant par le rapport plein-vide, puisque c'est un rapport structurant d'un point de vue architectural qui est fixé assez rapidement dans le processus de conception d'un bâtiment. Donc, on s'est questionné un peu sur l'impact carbone de ce rapport plein-vide. Le premier aspect qu'on a voulu regarder, c'est déjà comprendre si on prend 1 mètre carré de parois opaques versus 1 mètre carré de parois vitrées et occultées, quel est le poids carbone en moyenne de ces parois. Alors, on s'aperçoit du coup que la paroi vitrée et occultée est en moyenne 2 fois plus carbonée qu'une paroi opaque. Je précise, c'est une moyenne. On peut se retrouver après avec des combinaisons où l'ordre des choses peut être plus équilibré, voire dans quelques extrêmes inversés. En tout cas, de manière générale, on peut dire que les parois opaques ont tendance à être moins carbonées que ces parois vitrées et occultées. Deuxième point qu'on a voulu regarder, c'est pour faire un peu l'écho au levier d'action qu'on a évoqué tout à l'heure, quelle est la latitude qu'on a au niveau de ces différentes typologies de parois. Alors, si on reprend 1 mètre carré de façade, on a pris un exemple de voile percé avec 25% de vitrage. Donc, on est en moyenne sur cette typologie à 127 kg de CO2 par mètre carré de façade. Et si on éclate cette façade avec les deux composantes, la composante paroi opaque, donc on retrouve notre 74 de moyenne, et la paroi vitrée occultée avec un 53 kg de CO2 par mètre carré moyenne, on s'aperçoit là que sur ces deux typologies de parois, on a des leviers d'action qui sont très différents. On l'a déjà un peu évoqué en préambule et Paco l'avait cité. Sur les parois opaques, on a, à rapport à la moyenne de 74, un minimum qui peut descendre selon les combinaisons jusqu'à -14. Et puis, quand on est dans des combinaisons plus carbonées, on va monter jusqu'à 128 kg de CO2 par mètre carré de façade, donc une latitude de 142 selon le choix qui est retenu pour ces parois. Côté parois vitrées et occultées, on a une latitude qui est beaucoup plus faible puisqu'on a un minimum qui est à 21, un maximum qui est à 69, donc on a une latitude de 48, donc bien moindre que les parois opaques. On en conclut donc que les parois opaques ont un poids carbone moyen plus faible et une plus forte capacité à être décarbonées, d'où l'importance de réfléchir en amont et de questionner ce rapport entre plein et vide, puisqu'il est assez central sur la stratégie de décarbonation du projet. Bien sûr, cette réflexion doit amener à un juste équilibre avec les différents paramètres du carbone, mais également du confort des usagers en termes d'accès à la lumière naturelle, d'apport gratuit aussi d'un point de vue thermique et d'un certain nombre d'autres paramètres, puis la performance du bâti au global, pour pouvoir identifier à l'échelle d'un bâtiment, selon ses spécificités, quel est le ratio de vitrage qui est le plus adapté et le plus pertinent. Si on continue du coup sur nos différents leviers, on va commencer par le sujet des parois pleines, donc avec les différentes fonctions qu'on va décliner, la fonction porter, la fonction remplir et la fonction revêtir. Commençons par la fonction portée. Donc sur la fonction portée, on a voulu comprendre selon les typologies de façades. Alors on a pris quelques exemples. Comment se comportaient ces façades, quelle était la moyenne du poids carbone des mètres carrés de façade selon la typologie, et puis également la latitude qu'on a. Donc, si on prend l'exemple de gauche en logement collectif, on a un taux de vitrage de 25%. Vous retrouvez selon les typologies, voile percé, poteau-poutre, remplissage, poteau-poudre plus façade ossature bois pour le logement collectif. On voit donc les trois typologies, comment elles se comportent. Selon les combinaisons et le type de matériaux ensuite qu'on va choisir
pour avoir ce complexe de façade lié à une typologie, on va avoir une latitude plus ou moins importante. On s'aperçoit sur ce premier graphique que la typologie voile percée et la typologie poteau-poutre plus remplissage en moyenne à peu près le même poids carbone, autour de 125-127 kg de CO2 par mètre carré de façade, là où les poteaux-poutres plus façade ossature-bois sont un peu en dessous. Même travail côté bureau à droite, où vous retrouvez l'ensemble des typologies avec la typologie mur-rideau en complément. Donc, on a des taux de vitrage qui sont de 40% pour les 3 premières typologies, 70% pour le mur-rideau pour rester cohérent avec la réalité de cette typologie. Et là, on a effectivement des moyennes qui sont assez similaires sur les 3 premières typologies, un peu plus élevées pour le poteau-poutre mur-rideau. En conclusion de ce focus sur la fonction portée, on se rend compte que si on a des similarités sur les 3 premières typologies, on a tout de même un panel de solutions et un panel de leviers du coup de décarbonation qui est plus important sur la typologie poteau-poutre, sous réserve qu'on choisisse une bonne combinaison de matériaux sur les différentes fonctions. En général, enfin même sur l'ensemble de ces fonctions, la partie verte que vous voyez sur les petits histogrammes, donc la partie la plus favorable d'un point de vue carbone, sont des matériaux qui sont biosourcés d'un point de vue structure et remplissage. Voilà pour la fonction portée. On passe à la fonction revêtir, donc toujours sur nos parties, nos parois pleines. De la même manière, donc on a voulu comprendre l'empreinte carbone, les ordres de grandeur qu'on avait selon la nature du revêtement de façade. Donc là, vous voyez qu'on a le bois, l'enduit, le zinc, le béton, la terre cuite, l'aluminium et le polycarbonate. Donc les ordres de grandeur que vous voyez affichés là en dessous des différents matériaux, c'est le poids carbone du mètre carré de façade, donc avec une typologie en exemple qu'on a pris de voile percé, béton, avec 25% de vitrage. Et puis on s'aperçoit du coup de l'élasticité du poids carbone selon la nature du revêtement. Donc entre l'histogramme de gauche et celui de droite, on a une latitude de 43 kg de CO2 par mètre carré de façade, qui montre un potentiel également aussi important de décarbonation à l'échelle de ces façades. Le parement peut représenter jusqu'à 30% du poids de carbone de la façade. Bien sûr, un point de vigilance, le choix du revêtement de façade va être croisé avec d'autres paramètres que le carbone et l'économie qu'on a également mis sur ce graphique, puisqu'il y a notamment des enjeux de durabilité, d'entretien, de réglementation incendie, qui fait que, in fine, sur un projet, eh bien, on va essayer de trouver le meilleur compromis en termes de nature de revêtement de façade. Je vais maintenant laisser la parole à Paco pour revenir sur le sujet des parois vitrées. Merci Cécile. Alors, le temps que la slide arrive sur vitré, effectivement, j'en profite pour juste rebondir sur une question qui a été posée. Autant pour moi, je ne l'ai pas redétaillé tout à l'heure. Effectivement, je vous ai parlé de la méthode statistique globale, de la manière dont on utilisait les FDES à disposition. La méthode de calcul utilisée, c'est bien une ACV dynamique sur 50 ans qui est alignée sur la méthodologie RE2020. Alors, pour continuer effectivement sur les leviers d'action de décarbonation, en ce qui concerne la fonction occultée, la première chose, c'est qu'on retrouve bien l'enjeu dont on parlait tout à l'heure d'externalité positive. Hein. Il y a des questions de confort et de performance globale, notamment au travers du BBio, qui sont intimement liées à la mise en œuvre de ces occultations. Là, encore une fois, on vient se focaliser sur la partie empreinte carbone PCE. Mais c'est important, bien évidemment, de garder en tête, quand on activera tous les leviers d'action de décarbonation sur les matériaux, toutes les externalités qui y sont associées. La deuxième chose, c'est que cette fonction occultée, elle dépend d'autres paramètres et d'autres fonctions. Elle va dépendre de l'orientation de la façade dont on parle. Elle va aussi dépendre potentiellement de la nature du vitrage en fonction des vitrages spécifiques qui peuvent déjà permettre une forme d'occultation. Et puis, bien évidemment, elle va être intimement liée au taux de vitrage. Donc, le rapport plein-vide va également faire varier le taux d'occultation.
Ensuite, si on regarde les résultats que l'on a ici, la première chose, c'est qu'on a un levier d'action important avec une latitude d'ordre de 35 kg de CO2 par mètre carré de façade, encore une fois là-dessus. Par contre, si vous regardez précisément le schéma que vous avez ici, il y a quelque chose qui peut potentiellement vous poser question. On voit que dans certains cas, l'occultation motorisée peut avoir une empreinte carbone moins importante que l'occultation manuelle, notamment sur la partie occultation textile sur la droite. Ça, c'est lié au message d'attention qu'on a remis en bas à droite sur la question de la variabilité de la donnée. On en parlait tout à l'heure. Il y a un enjeu de disponibilité d'une part et de ce qu'on a appelé qualité, homogénéité de la donnée. Typiquement, ce que vous voyez ici pour les occultations textiles entre les 103 et 125 kg par mètre carré de façade et cet écart-là en faveur des occultations motorisées. En fait, en réalité, c'est complètement lié à la disponibilité de la donnée. C'est-à-dire que les fiches collectives qui existaient pour le matériau textile, aussi bien sur les occultations manuelles que sur les occultations motorisées, elles ont été remplacées en partie. En tout cas, il y a des fiches individuelles qui ont été mises à disposition pour les occultations textiles motorisées, qui présentent des valeurs beaucoup plus faibles. Mais pour le coup, ça n'a pas été le cas sur l'occultation manuelle. Donc en fait, là, on a un exemple simplement en termes de disponibilité et qualité de la donnée. Ça vient orienter la prescription bas carbone simplement en fonction de la donnée disponible. Donc vraiment, cet enjeu-là dont on parlait tout à l'heure, il est très important. Et en tout cas, en termes de retour d'expérience sur ce qui a été mené sur les façades, en ce qui concerne les occultations, c'est l'une des fonctions pour lesquelles cet enjeu est vraiment majeur, en l'occurrence, la disponibilité de ces fiches-là. Alors, est-ce qu'on peut passer à vitré? Merci. Sur la partie vitrée, ce qu'on peut regarder en premier lieu en termes de levier d'action, donc cette latitude entre le minimum et le maximum, qui est déjà beaucoup plus faible que ce qu'on observait sur les occultations, mais également sur la partie paroi pleine, de l'ordre de 9 kg de CO2 par mètre carré de façade. Cette première chose-là, elle est également liée à la question aussi de la disponibilité de la donnée. On en a déjà parlé tout à l'heure, pour le coup, avec quelque chose d'un petit peu différent, qui est le fait que ces menuiseries extérieures, vous le voyez sur ce qu'on représente sur la droite, on parle vraiment châssis vitrage et donc un ensemble, que ce soit bois, mix bois, alu, PVC, etc. Et là, on n'est pas à même de distinguer d'une part le vitrage et d'autre part l'huisserie. Or, on se rend compte que globalement, sur l'empreinte carbone d'une menuiserie extérieure, la part de vitrage est la part majoritaire. Et en fonction de ce qu'on voit aujourd'hui déjà disponible en termes de technologie et d'amélioration des process industriels par certains fabricants, on sait que, notamment sur la partie vitrage, on a des améliorations de l'ordre de 30% qui sont déjà existantes et qui pourraient être exploitées à condition d'avoir des configurateurs qui nous permettraient de choisir le vitrage qui correspond et de l'associer à l'huisserie avec l'empreinte carbone la plus faible. Donc là, encore une fois, sur le vitrage, cette latitude qui est plus faible que sur les autres fonctions, elle doit vraiment surtout faire remonter cette nécessité d'avoir un configurateur qui nous permet, en tout cas, d'exploiter déjà les technologies, que ce soit la baisse des émissions liées au process de fabrication ou la baisse des émissions liées aux différents intrants en jeu dans la fabrication des vitrages notamment. Donc finalement, quand on voit cette partie vitrée, hein, on l'a dit précédemment, mais on retrouve le même type de conclusion, c'est-à-dire qu'on a deux leviers principaux qui sont associés à cette fonction-là. Dans un premier temps, développer les configurateurs qui nous permettront d'actionner les bons leviers, d'une part sur le vitrage, d'autre part sur le tri. Et puis dans un second temps également, venir vraiment optimiser ce rapport plein-vide qui va nous permettre d'équilibrer d'une part les parties vitrées et d'autre part les parties pleines, en gardant bien en tête, encore une fois, hein, l'ensemble des externalités positives qui sont liées aussi bien au vitrage et aux occultations que celles qui sont liées aux parties pleines. Ensuite, lié à cette question des vitrages, il y a une typologie qui nous a également intéressé dans l'analyse qu'on a portée. Ce sont donc les murs rideaux qui se sont vraiment beaucoup développés là, ces dernières années, notamment quand même dans le tertiaire hein, principalement. Or, ces murs rideaux, de la même manière qu'on en caractérisait tout à l'heure les menuiseries comme des objets complexes entre vitrage et huisserie, ces murs rideaux sont eux également des objets complexes puisque on pourrait pratiquement retrouver l'ensemble des fonctions que l'on a défini pour une façade tout à l'heure
comprises directement dans ce mur rideau, mis à part la fonction portée qui va venir justement porter ce mur rideau-là. Donc à partir du moment où on parle d'un objet complexe et qu'on a défini précédemment que les leviers d'action se situent sur des fonctions différentes, on va retrouver ce même besoin de configurateur dans un premier temps. Donc si on avait ce configurateur-là, c'est quelque chose qui pourrait nous permettre d'aller actionner les leviers d'action sur les bonnes fonctions. On va retrouver pour autant les mêmes enjeux structurants, par exemple, de rapport plein vide également. La deuxième chose qui est également très importante sur les murs rideaux, c'est encore une fois la question de la disponibilité et d'exhaustivité de la donnée. Ça, c'est ce que vous avez sur la gauche de la slide ici. Aujourd'hui, on a travaillé dans cette méthode statistique. Là, on touche à la limite finalement de ce que peut être une méthode d'analyse statistique, puisqu'on a travaillé avec 3 fiches globalement, donc 2 FDES, bois, alu et acier, que vous voyez en orange et en gris clair verticaux ici, et la donnée environnementale par défaut, alu, qui est également sur la gauche. Donc avec ces 3 fiches-là, la moyenne nous, que l'on a, elle est de l'ordre de 200 kg par mètre carré de façade. Ce que l'on a voulu vérifier également, c'est en travaillant avec un bureau d'études, en l'occurrence Façade qui est Arcora, ça a été de travailler quand même sur des retours d'expérience concrets. Et ces retours d'expérience concrets, ils se basent en l'occurrence sur 12 projets et ils viennent créer avec leur propre configurateur. Donc ce que ça signifie ici, c'est que en réalité, ils viennent assembler un vitrage, une huisserie, une partie pleine, potentiellement un bardage et des systèmes de fixation spécifiques. Donc ce configurateur, il donne la possibilité de venir éclater ce mur rideau dans les différentes fonctions. Et ce que l'on voit, c'est que la valeur moyenne qui est sortie par les 3 fiches, elle n'est pas complètement à côté de ce que sort ce retour d'expérience avec des projets concrets. Par contre, on observe qu'en réalité, l'étendue des solutions disponibles, dès lors que l'on a la capacité à créer soi-même le mur rideau qui correspond effectivement au projet, elle est beaucoup plus large. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que aujourd'hui, quand on met en œuvre un mur rideau, le calcul de l'empreinte carbone de ce mur rideau-là ne correspond pas nécessairement au projet que l'on veut mettre en œuvre si on n'a pas la capacité d'utiliser un configurateur personnel, puisqu'on serait obligé d'utiliser une des 3 fiches qui sont à disposition ici. Donc là, il y a encore une fois un gros enjeu de disponibilité de la donnée et puis un enjeu de pouvoir configurer correctement un objet complexe qu'est le mur rideau ici pour pouvoir aller chercher les bons leviers d'action sur les bonnes fonctions. Le dernier point qu'on souhaitait aussi relever toujours dans cet esprit d'externalité, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs sur les différents objets, c'est que le mur rideau avec l'ensemble des complexités techniques de mise en œuvre associées va nécessiter quand même une vigilance accrue sur certains sujets, notamment au niveau des différents points de faiblesse que sont l'étanchéité, les ponts thermiques ou les vitrages, puisqu'on a affaire à des objets qui sont généralement avec des taux de vitrage bien plus importants que des façades plus classiques. Et pour terminer sur cette partie levier d'action, on a également essayé un petit peu à la manière de ce qui a été fait pour les ateliers Cocarbone, de se poser la question de finalement quelle est la dynamique que l'on peut observer à l'échelle des façades entre cette volonté de réduire l'empreinte carbone des façades et les coûts des solutions qui vont être mises en œuvre pour atteindre justement ces solutions bas carbone-là. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique-là, on est parti d'un exemple purement théorique avec un voile percé, un taux de vitrage de 50% et l'ensemble des vitrages, donc 100% occultés. Et on est venu calculer l'empreinte carbone de cette façade-là et puis venir y ajouter un coût avec des chiffrages moyens qui ont été réalisés aussi par les bureaux d'études et ici en l'occurrence par CETEC qui nous a accompagnés pour le chiffrage des solutions qu'on met en œuvre. Une fois qu'on a modélisé cet état de base, on vient essayer d'aller chercher l'ensemble des leviers d'action qu'on a identifiés précédemment. Donc le premier, on en parlait, rapport plein vide. Donc on va essayer d'optimiser le taux de vitrage. On ne va pas sur des valeurs extrêmes, puisqu'on le disait, il y a un certain nombre d'externalités positives à garder un taux de vitrage qui puisse rester important. Donc on baisse le taux de vitrage de 10%. Ce qu'on observe, c'est une baisse de l'empreinte carbone par mètre carré de façade et en l'occurrence aussi une baisse du coût à partir des hypothèses que l'on a ici. Ensuite, on peut aussi chercher à venir optimiser ici la nature de l'huisserie, en l'occurrence pour le vitrage. Donc, en passant sur une huisserie bois, on commence à retrouver l'intégration de biosourcés, qui est bien souvent une des solutions optimales lorsqu'il s'agit de choisir les matériaux. Pour le coup, qui vient faire réaugmenter le coût, mais qui nous permet de décarboner un petit peu sur ce plan-là.
Ensuite, la question de la fonction donc on a appelé revêtir, c'est-à-dire ici la nature de parement. Donc, on choisit un bardage bois qui nous permet de largement baisser l'empreinte carbone liée à cette fonction revêtir. Et puis, finalement, passer sur le fameux store textile motorisé dont je vous parlais tout à l'heure, qui a l'empreinte carbone la plus basse, en tout cas à partir des données qui sont disponibles en l'état. Et ce dont on se rend compte, c'est que globalement, l'optimisation de l'empreinte carbone ne semble pas impliquer nécessairement un surcoût. Alors, on n'est certainement pas dans une conclusion qui viendrait expliquer que décarboner, c'est nécessairement baisser les coûts. Par contre, pour autant, l'optimisation de l'empreinte carbone ne vient pas nécessairement induire ce surcoût-là, et ça, c'est quand même une information importante. La dernière chose aussi, pour vous aider un petit peu à la lecture de ce graphe, c'est que globalement, on fonctionne, on l'a dit, avec des moyennes pondérées de médiane, donc on est sur une vision très macro. Les solutions qui sont explicitées ici, que ce soit choisir des usufruits bois ou un bardage bois, un store textile motorisé, bien entendu, on ne peut pas réappliquer directement ces résultats-là de façon générique sur n'importe quel projet, puisque ce serait utiliser une valeur spécifique dans le cadre d'un exercice statistique. Et nous, ce qui nous intéressait ici, encore une fois, c'était de voir comment fonctionnait cette dynamique, réduction de l'empreinte carbone de la façade d'un côté et évolution des coûts de mise en œuvre de l'autre. Ouais, Paco, merci beaucoup. Moi j'en profite juste avant qu'on fasse un peu la synthèse des leviers de décarbonation. Je tiens à nouveau en fait à saluer le travail qui a été fait par les équipes et notamment les acteurs qu'on a vus tout à l'heure, maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études qui nous ont aidés. Parce que vous l'avez compris, on ne s'est pas arrêté, même si on a beaucoup radoté qu'il manquait des données. Vous avez compris qu'on a souhaité dépasser ces enjeux méthodologiques pour quand même éclairer les leviers de décarbonation. Donc on l'a fait comme on a pu, à chaque fois en s'appuyant d'un côté sur de la donnée environnementale disponible et puis de l'autre côté sur des cas pratiques. Mais voilà, notre ambition c'était de dépasser il n'y a pas assez de données, on ne sait pas, ou le cliché de nous ce qu'on a trouvé c'est une EFDES, donc la valeur c'est ça. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce travail-là parce qu'on a pas mal transpiré pour vous présenter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme point d'étape du coup sur les leviers de décarbonation? On avait envie de vous proposer peut-être trois enseignements principaux. Allez, 4, j'en rajoute un là qui me vient à l'esprit. Vous l'avez vu, en fait, il y a des leviers de décarbonation un peu partout. On a du mal depuis le début à vous dire qu'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas décarboner. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est-à-dire que même quand on prend un peu de l'altitude sur les différents modes constructifs, les différents matériaux, etc., à chaque fois, il y a un panel de solutions décarbonantes. Néanmoins, force est de constater que la compacité et le rapport plein-vide sont quand même des paramètres qu'on décide très tôt, qui jouent sur plein de critères. Comme on se le dit, il n'y a pas que le carbone dans la vie, donc on a listé un certain nombre d'autres paramètres, comme évidemment le coût, le confort, la performance globale du bâtiment. C'est des paramètres qui sont très structurants. Voilà, donc on trouvait ça utile quand même de dépasser le côté tout le monde a des leviers de décarbonation et de se dire, attention, il y a quelques leviers très structurants qui méritent d'être discutés au plus tôt, puisqu'ils impactent pas que le carbone, mais en tout cas lourdement le carbone. Le deuxième, on a fait le clin d'œil, on le fait assez régulièrement. Force est de constater que les matériaux biosourcés, à chaque fois, présentent des avantages tout à fait intéressants en termes de décarbonation. Point de vigilance néanmoins aux contraintes opérationnelles. On a essayé de le faire dans notre publication et dans la présentation. Des performances carbone intéressantes, mais des enjeux de durabilité, de sécurité incendie, etc. à prendre en considération. Donc on fait le clin d'œil pour ces solutions-là qui sortent assez souvent en pole position, mais encore une fois sous réserve de répondre au cahier des charges global que vous vous êtes donné sur vos opérations. Et puis enfin, ce qu'a dit formidablement bien Paco, loin de nous l'idée de vous annoncer la bonne nouvelle que le bas carbone, c'est vraiment moins cher que le pas bas carbone. Par contre, force est de constater que quand on se pose certaines bonnes questions très tôt en amont, on n'est pas forcément sur un surcoût à la fin quand on veut faire un projet bas carbone. Donc voilà, c'est loin d'être généralisable, mais bon, voilà, on avait une étude de cas sympathique qu'on vous a illustrée tout à l'heure. Vous n'aurez pas ça tout le temps sur vos opérations, mais ça montre quand même que voilà, on n'est pas sur le cliché systématique d'un surcoût qui serait pas soutenable sur les différents projets que vous menez au quotidien. Voilà pour les quelques messages clés et on rentre à présent, je surveille la montre, il nous reste 25 minutes, dans la toute dernière partie. On a fait un exercice qui est toujours assez complexe. On s'est dit, voilà où on en est aujourd'hui, mais quels sont les leviers de décarbonation si on veut réussir notre transition, et notamment nos objectifs de décarbonation horizon 2030 et au-delà. Donc, on va vous présenter une analyse très modeste qu'on a faite. Bon, je vous fais un petit teasing, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui arrivent, mais bon, ça va être quand même un petit peu dur. Voilà, je laisse Cécile présenter la suite.
Merci Christophe. Et effectivement, on va maintenant mettre un peu en parallèle tous les leviers qu'on a évoqués avec les enjeux de stratégie de décarbonation, donc stratégie nationale bas carbone. Avant de rentrer dans la technique, juste rappeler donc la SNBC nous donne une trajectoire carbone pour la France avec des seuils à 2030 et à 2050. Concrètement, on a une division par 6 des émissions carbone par rapport à 1990 à effectuer sur les différents secteurs et en parallèle une multiplication par 2 des puits carbone en comparaison à 2015, dont une partie est liée également aux matériaux, notamment matériaux biosourcés. Cette SNBC, elle impacte les différents secteurs et en l'occurrence pour le bâtiment, il y a 3 secteurs qui vont être connectés. On a pour la partie bâtimentaire plus énergie un objectif en 2030 de diminuer de 49% les émissions carbone et en 2050 d'être une décarbonation complète. Côté industrie, donc en lien aux matériaux qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment, un objectif à 2030 de moins 35% et en 2050 moins 81%. S'ajoute ensuite un dernier secteur qui est celui des puits de carbone et principalement lié à la forêt et au biosourcé qui va se connecter de manière régulière avec le bâtiment dans le cadre des choix de matériaux. Alors, sur la base de cette SNBC, donc la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale, a décliné les différents seuils pour s'accorder et donc on a nos différents seuils progressifs sur la partie IC construction, en logement collectif et en bureau qui vont s'appliquer. Pour essayer d'objectiver l'empreinte carbone des façades pour ces différents seuils, quelle serait la cible qui permettrait d'être cohérent avec ces objectifs de décarbonation, on est reparti de la donnée que je vous ai présentée tout au début du webinaire, donc le poids moyen de la façade par rapport à l'empreinte globale d'un bâtiment. Donc, on était, pour rappel, sur 12% en moyenne pour le logement collectif, là où on avait 17% côté bureau. On est parti d'une hypothèse que chacun des lots qui constituent le bâtiment vont mener le même effort de décarbonation pour répondre aux différents seuils. Ça reste une hypothèse, peut-être qu'à terme, il sera identifié certains potentiels de décarbonation plus ou moins importants selon les lots. En l'état, n'ayant pas de données, on part donc dans cette hypothèse d'un iso-effort sur tous les lots. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec, pour exemple, si on regarde tout à gauche sur le logement collectif, en 2022, une valeur pour l'IC Construction, le seuil donc sur les composants et matériaux qui a 740 kg de CO2 par mètre carré CHAB, et là on est bien donc en mètre carré CHAB à l'échelle du bâtiment. Et si on se dit que on va retrouver au fur et à mesure de ces seuils également le 12% de façade, ça nous donne une valeur de référence, une valeur cible pour les façades de l'ordre de 80 kg de CO2 par mètre carré. On a décliné cette approche sur les différents seuils pour voir un petit peu la valeur de référence qu'on va avoir au fur et à mesure des années. Et à partir de ces valeurs-là, on est venu comparer les éléments qu'on vous a présentés précédemment, c'est-à-dire l'empreinte carbone moyenne des différentes typologies de façades pour comprendre comment elles allaient se positionner vis-à-vis de ces valeurs de référence et ces valeurs cibles. Paco, je te laisse reprendre la main peut-être. Ouais, merci. Alors, pour commencer sur la partie logement collectif, avant tout, Cécile vient de le redire, mais étant donné que tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on était en kilogrammes de CO2 par mètre carré de façade, je vais réinsister pour vous dire que c'est plus vrai et que maintenant, on commence à travailler en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface au sol, donc que ce soit surface habitable pour le logement ou surface utile pour le tertiaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intimement liée, c'est qu'à partir du moment où on vient se fixer sur ces indicateurs en mètre carré CHAB, donc pour pouvoir coller au seuil et pouvoir comparer au seuil que vient de présenter Cécile, l'objectif, c'est aussi de pouvoir trouver un ratio de compacité à fixer pour pouvoir effectivement retomber sur le lien entre le mètre carré de façade et le mètre carré au sol. Donc, il va falloir d'abord fixer ce ratio de compacité qui peut varier d'un projet à l'autre. Là, on l'a fixé à 0,76 pour le logement collectif. Si on est au centième près, c'est simplement qu'on a pris une valeur qui est issue d'un panel qu'on a estimé représentatif, donc de projets réels connus en logement collectif neuf.
et donc pour considérer un taux de compacité qui soit le plus représentatif possible des pratiques réelles. En termes de conclusion, et ce que vous voyez ici, la première chose, c'est qu'on le voit, chacune des typologies a la capacité de répondre aux enjeux tels que définis par les seuils réglementaires de la RE 2020. Pour autant, il va nécessairement y avoir un effort d'optimisation à faire, quelle que soit la typologie ou le système constructif que l'on utilise. Parce que, encore une fois, on est bien sur une méthode statistique, donc la valeur moyenne que vous avez ici en gris, elle n'est pas nécessairement représentative, disons, d'un projet type sur lequel on n'aurait fait aucun effort, ou pour le dire, un effort moyen. En réalité, elle est représentative des données qui sont à disposition, mais potentiellement, même pour atteindre cette valeur moyenne-là, ça va déjà demander des efforts d'optimisation et d'avoir une réflexion dès la conception qui soit relativement poussée. Donc, chacune des typologies peuvent atteindre les seuils à condition de les optimiser. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que la typologie poteau-poutre, donc les deux premières valeurs, que ce soit poteau-poutre plus façade ossature bois ou poteau-poutre plus remplissage maçonné, ces deux options-là vont avoir des leviers d'action un petit peu plus larges que pour ce qui concerne le voile percé. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que du coup, on a la capacité de faire varier le type de matériau de remplissage. Donc, on le disait tout à l'heure, en moyenne, le matériau de remplissage vient plutôt contrebalancer la matière utilisée en moins en comparaison du voile percé. Mais finalement, si on essaye d'optimiser ce matériau de remplissage, eh bien, on peut se retrouver avec une empreinte carbone un petit peu plus faible. Et typiquement, une des façons de le faire, donc ça correspond tout à fait à du remplissage, mais c'est la façade ossature bois. Encore une fois, hein, Christophe le rappelait tout à l'heure, on intègre du biosourcé et ça nous permet d'aller chercher des leviers d'action vraiment importants et donc de passer ces seuils-là. La deuxième chose, c'est que par construction du modèle ici, en poteau-poutre, on a aussi la possibilité d'intégrer du biosourcé au niveau des éléments de structure avec une structure poteau-poutre bois. Donc voilà pour le logement collectif. Et en ce qui concerne le bureau, on a une complexité un petit peu complémentaire. Donc on est sur le même principe, simplement on fonctionne en kilogrammes de CO2 équivalent par mètre carré de surface utile, donc pour ce qui concerne le bureau. Par contre, on s'est posé la question tout à l'heure, je vous le disais, pour la compacité 0,76 basée sur des retours d'expérience au logement collectif. Ce dont on se rend compte, c'est que sur les projets de bureau, ce taux de compacité il est très variable. Il est vraiment beaucoup plus variable qu'en logement collectif. Et donc, on a décidé de vous le représenter ici avec une espèce de, si je puis dire, une mini-étude paramétrique qui va venir faire varier ce premier paramètre. La deuxième chose, c'est qu'on se rend également compte qu'en bureau, le rapport plein-vide, donc le taux de vitrage, est également beaucoup plus variable que ce qu'on observe en logement. Donc, on a également intégré ce paramètre-là à cette petite étude paramétrique. Donc, dans un premier temps, on récupère nos deux typologies types, donc que vous voyez sur la gauche, poteau-poutre remplissage, voile percé. On y ajoute poteau-poutre et mur rideau, puisque c'est une typologie qu'on observe quand même pas mal en tertiaire. Et puis, on va fixer donc un taux de vitrage et un ratio de compacité. Donc, le taux de vitrage ici, il est fixé à 70% pour l'ensemble des typologies. Et le ratio de compacité, il est fixé à 0,75, donc mètre carré de façade par mètre carré de surface utile. Ce que l'on observe, c'est que là, c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher les valeurs cibles, mais ça semble quand même être quelque chose de faisable, à condition quand même d'optimisation poussée, notamment en poteau-poutre et voile percé. Dès lors qu'on est en mur rideau, ça va vraiment demander d'aller chercher des taux d'optimisation maximaux, notamment sur la partie structurelle. Et puis, si on arrive à développer les configurateurs dont on parlait tout à l'heure, potentiellement venir fortement optimiser l'empreinte du mur rideau avec toujours les mêmes grands leviers que sont le rapport plein-vide et puis l'optimisation sur les matériaux spécifiques. Ensuite, on a modélisé une amélioration de ce ratio de compacité. On s'est posé la question, si, Charlotte le disait tout à l'heure, la compacité est un élément qui semble structurant, donc qu'est-ce qui se passe si on vient améliorer ce taux de compacité? Donc là, vous voyez, c'est la valeur qui est au niveau du scénario 2. Donc on voit que, bien évidemment, les valeurs commencent à baisser quand on se réfère en kilo de CO2 par mètre carré de surface utile. Et donc, améliorer ce ratio de compacité, c'est déjà un levier extrêmement important, au-delà de l'ensemble des leviers de décarbonation qu'on a définis tout à l'heure, puisqu'on le voit sur poteau-poutre remplissage et voile percé, on a déjà pour des niveaux d'optimisation un petit peu moindres, la possibilité d'aller chercher les valeurs cibles 2022-2025, voire 2028, si vraiment on pousse sur les leviers d'optimisation.
Et la deuxième chose, je vous le disais, que l'on a fait, c'est améliorer, en tout cas optimiser au sens ici de la réduction du taux de vitrage, pour passer d'un taux de vitrage de 70% et d'un ratio de compacité de 0,6 m² de façade à un taux de vitrage un petit peu plus faible, si on peut l'avancer, Cécile, s'il te plaît. Merci. Donc à un taux de vitrage de 40% en gardant ce ratio de compacité de 0,6 m² de façade par m² de surface utile. Encore une fois, ce que l'on observe, c'est que les niveaux d'optimisation attendus sont potentiellement un petit peu plus faibles que ce que l'on observait avant. Donc en fait, l'ensemble des typologies ont la capacité d'aller chercher les seuils à partir du moment où c'est considéré suffisamment en amont et que les niveaux d'optimisation à aller chercher sont l'ensemble des leviers d'action d'optimisation dont on a parlé tout à l'heure sont actionnés. Et la deuxième chose, c'est que les deux paramètres qu'on a définis comme structurants depuis le départ, que sont la compacité et le rapport plein vide ou le taux de vitrage, permettent également, au-delà de l'ensemble de ces leviers de décarbonation sur les matériaux, de s'assurer d'aller chercher les seuils réglementaires au fur et à mesure. Paco, c'est Christophe. Je fais juste 2 commentaires très brefs à ce stade et puis je te redonne la main. Le premier, c'est que vous l'avez bien compris, l'ADN des exemples et des illustrations qu'on donne, c'est de vous donner les ordres de grandeur et de mettre en lumière les leviers. Voilà. Qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui permet de faire baisser le carbone? Je n'ai de cesse de le redire, évidemment, dans le choix et le design d'une façade, ça n'est pas le carbone uniquement qui va driver évidemment l'ensemble des choix. Donc loin de nous l'idée de dire la bonne valeur, le bon ratio de compacité, le bon taux de vitrage, c'est ça, c'est absolument pas l'esprit. Nous, on essaie juste de vous donner les clés qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions et décarboner vos projets intelligemment en restant dans l'ADN de ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je tiens à vous remercier parce que je suis le fil des questions. Et en fait, je vois beaucoup de recommandations de gens très sympathiques qui ont à cœur d'améliorer encore nos analyses, de mieux les contextualiser, etc. Donc, voilà, je vous fais un petit clin d'œil sympathique parce que je me suis délecté de pas mal de gens très bienveillants qui nous disent on pourrait compléter ça, etc. Donc, voilà, merci à vous en tout cas. Et sachez qu'on en tiendra compte. On est en train d'en parler avec Cécile. On fera quelques petites modifications pour être le plus précis et surtout efficace. Voilà pour mes 2 commentaires. Paco, je te laisse poursuivre. Du coup, ça, on vient de se le dire. Hop, merci. Bah alors, j'étais au bout. Tu es intervenu au bon moment. Ah bah écoute, à ce moment-là, je te propose du coup qu'on conclue cette partie-là. Vas-y. Donc, finalement, dans les différents enseignements, on vient de se le dire. Le premier, c'est qu'on se rend compte que toutes les typologies présentent des leviers de décarbonation. Donc ça, vous l'avez vu, je l'espère. Et puis, en tout cas, on essaie d'illustrer le fait que finalement, tout le monde peut mettre en lumière, mettre en œuvre des leviers de décarbonation. Donc ça, c'est très positif. Mais les efforts ne sont pas les mêmes en fonction des solutions, des choix structurels, etc. Donc ça, c'était le premier exercice qu'on avait souhaité faire. Deuxième, comme évoqué, on identifie des points qui pourraient être discutés au plus tôt, comme la compacité et le rapport plein-vide. Encore une fois, nous, notre ambition, c'est surtout que vous ayez à l'esprit que plus vous allez en discuter tôt, plus vous allez vous mettre d'accord tôt. On parle souvent de l'esquisse, mais en tout cas, autant que faire se peut, plus vous allez maîtriser les purs coûts carbone de votre opération. Voilà. Si vous figez dès le début une compacité, un rapport plein-vide dans une rationalité X ou Y qui peut-être n'a rien à voir avec le carbone, au moment où vous allez vous poser ces questions-là, potentiellement, vous allez avoir des coûts importants. Donc, en tout cas, plus tôt on en parle, mieux c'est parce que ça impacte assez lourdement l'équation finale. Ça, c'est le deuxième message. Et puis le troisième, c'est plutôt un message positif. On est parti en disant la façade, c'est 8 à 25% en fonction des configurations du poids carbone global des matériaux du bâtiment. Et on se rend compte à l'issue des travaux qu'on a pu réaliser que les leviers sont légion. Voilà. Et donc on espère que tout le monde ressort avec une boîte à outils décarbonation plus remplie que jamais, voilà, pour attaquer vos projets quotidiens. Cécile, peut-être juste se redire un petit peu ce qu'on va diffuser à l'issue du webinaire. Oui, effectivement. Alors, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des messages clés qu'on vous a partagés aujourd'hui, puisqu'il va y avoir le brief dans sa version de synthèse qui va être diffusé publiquement à la suite du webinaire. Nous laissez juste le temps de mettre en place les éléments et de les intégrer sur notre site internet et puis de vous les transférer, de transférer le lien en tout cas.
Sachez qu'il y a des ressources complémentaires. Toute la matière qui nous a permis d'arriver à ce niveau de synthèse est assez importante. On l'a évoqué, hein, on a fait une approche, une modélisation avec une approche statistique. Donc, il y a un outil qu'on a consolidé derrière pour mener à bien ces études. C'est ce qui fait que des fois, vous avez des chiffres qui vous paraissent peut-être un peu précis, mais c'est parce qu'on a des calculs contournés. Et c'est plutôt l'ordre de grandeur qu'il faut en retenir. On a des études complémentaires puisqu'on a croisé cette approche avec des cas réels, des projets existants pour vérifier qu'on était cohérent avec nos choix. Toutes ces ressources existent et sont disponibles pour les membres du Hub, puisque là, on est sur la partie réservée aux acteurs du Hub. Voilà un peu pour la suite. Vous aurez également accès au webinaire, au replay qui sera mis en ligne pour tous ceux qui n'ont pas pu voir ou ceux qui veulent revoir certaines parties. J'en profite en tout cas pour remercier tous les membres du Hub et plus particulièrement ceux qui ont avancé activement sur la réalisation de ce brief qui a été un long travail sur plus de 6 mois. Et puis un vrai merci à Charlotte Myriel aussi qui nous a accompagnés pour mener à bien l'ensemble de ce travail. Sur le Hub, un petit clin d'œil sur le Hub des prescripteurs bas carbone. Donc, on l'évoquait, à peu près 70 acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. On a tout un programme de travail derrière. Les briefs thématiques n'en est qu'une partie. On en fait 3 chaque année. On a également un certain nombre de travaux et d'outils qui avancent, d'observatoires également sur les bâtiments. Et puis, différents ateliers qui sont menés. Les prochaines grandes thématiques qu'on vous partagera seront sans doute sur le sujet des lots techniques. Et ça sera nouvelle surchauffe côté IFPEB. Alors, on a perdu Cécile au moment où on parle des lots techniques. C'est sans doute qu'ils ne souhaitent pas qu'on parle des lots techniques, mais effectivement, c'est le sujet qui va nous occuper principalement cette année pour la suite. Et on vient de décider, puisque un point important, c'est que l'ensemble de nos travaux sont co-construits avec les membres du Hub. Donc, les échanges qu'on a pu avoir dans le chat, on les a aussi avec les membres dans la construction de ces travaux. Donc, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et le prochain, après les lots techniques, on va s'attaquer à un énorme morceau qui est le sujet de la rénovation. Et donc, avec encore cette idée d'éclairer sur les solutions bas carbone de la rénovation. Alors, je vois que Christophe essaye de nous parler, mais de mon côté, je ne l'entends pas. Charlotte, j'imagine que c'est pareil pour toi. Oui, on n'a plus l'IFPEB, effectivement. Alors, si nous entendent toujours, on peut faire du langage des signes. Mais sinon, et je ne sais pas s'il nous restait d'autres diapositives. Je crois qu'on est au bout là. On est au bout. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui avez participé à ce webinaire. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions, qui nous ont fait des retours et pour qu'on puisse aussi améliorer nos travaux, comprendre les plus grands points de vigilance. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est très, très exaltant aussi d'aller trouver les solutions bas carbone ensemble, de comprendre comment il faut se poser les bonnes questions, de construire aussi des outils qu'on partage ensemble et qui vous sont le plus utile. Merci Charlotte, merci malgré leur capacité technique limitée visiblement d'un point de vue IT, et pourtant ils sont à 2 pas de chez Carbone 4.
Alors, en tout cas, peut-être si vous avez d'autres questions et si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse dans les réponses qu'on a essayé de donner tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous les recommuniquer par mail. On essaiera de répondre du mieux qu'on peut et à toutes les questions reçues. Voilà. Et puis, encore une fois, c'est ensemble qu'on fait mieux. Le hub des prescripteurs bas carbone est vraiment composé d'un panel très représentatif de la profession. On aimerait avoir plus d'architectes, petit clin d'œil pour les architectes, pour ramener, je dirais, l'enjeu aussi autour de voilà, des enjeux qui ne sont pas que techniques. Et vous l'avez bien compris quand on a essayé de définir ce qu'était une façade. La première personne qu'on a essayé de consulter, c'était les architectes. Donc voilà. Ah oui, effectivement. Christophe voulait faire un mot de fin sur Unisson. Ah mince. Alors, malheureusement, c'est une que de notre côté, on connaît mal, mais ça fait très très bien le lien avec ce que tu indiquais, Charlotte, sur notre... Ah. Alors, on commence à t'entendre, Christophe. Là, ça va être compliqué. Donc, je vous invite pour le coup à aller voir et signer le manifeste Unisson pour construire autrement. Christophe, on t'entend beaucoup trop mal. Écrit dans le chat. On t'entend pas. Oh là là. Bon, alors visiblement, on n'aura pas le mot de la fin de Christophe et de l'IFPEB, malheureusement. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous invite à aller faire un tour sur ce manifeste. Et puis, ne manquez pas de suivre nos travaux. Donc, les prochaines étapes, c'est le cas pour tous nos travaux, avec une version de synthèse publiée grand public pour tout le monde qui sera sur nos sites internet de l'IFPEB et de Carbone 4. Et une version complète réservée aux membres du Hub avec le petit outil de configuration qu'on a pu aussi développer dans ce cadre. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.